On démarre avec Jean-Pierre. Jean-Pierre, là... Ça fait quand même longtemps qu'on se connaît, là. Ça fait quelques années, 15... Quelques décennies. Ouais. 2004. 2004, c'était, ouais, Oui, c'est ça. tu m'as rejoint, qu'on a reçu les 3 Coggi, les 3 chamans de Coggi. Ouais, à la météo. Ouais. À la... Septembre et octobre 2004. Ah ben, je me rappelle encore de cette rencontre qui m'a marqué, quoi. Ouais, moi aussi. Ça fait 22 ans, hein, ouais. Ouais, c'est impressionnant. Non, Et le- 24, non 22 Non, 22. Ouais. Bon, on parle pas de mathématiques avec Virginie. On parlera des hashtags, mais on parlera pas de... Ça démarre fort. Donc, Jean-Pierre, avec la revue Native et Franck Desplanques, tu fais un hommage, il y a une expo à Muret. C'est ça. On va présenter, en fait, une expo photo pendant 15 jours, du 15 mars au 1er avril. Ce n'est pas le 1er d'avril. Du travail de Franck. Donc, Franck, c'est le rédacteur en chef de Rendez-vous en terre inconnue. Oui. Donc, si vous suivez l'émission depuis 20 ou 21 ans, il a rencontré une quarantaine de peuples sur la planète. Comme c'est un photographe, il a fait énormément de photos. Et on a choisi avec Franck de présenter 7 peuples qui sont en Amérique, en Afrique, au Groenland et en Asie, y compris en Indonésie. Et puis de caractériser un peu qui sont ces peuples, qu'est-ce qu'ils représentent, quelles sont leurs valeurs, quelles sont leurs sagesses, etc. Avec des modes de photos assez différentes, puisqu'on a des photos en noir et blanc, des photos en négatif, plus traditionnellement des photos en couleur. Et la 4e, c'est celle qui est en haut de l'affiche, là, qui est une photo infrarouge. Et pour la petite anecdote, c'est assez marrant, c'est que Franck a retiré dans son appareil des filtres pour faire des photos infrarouges directement. Et il a montré ça à des chamans, c'est des Mentawai. Et les chamans ont éclaté de rire en disant « Oh, c'est marrant parce que c'est à peu près l'image qu'on a de la forêt. » Ah ouais. Parce que les chamans, on va dire, ne perçoivent pas le monde de notre même façon que nous, dont les couleurs. Voilà. Ouais, ils ont une autre vision. Voilà. C'est vrai qu'on a vu déjà dans des interviews qu'on a fait ensemble que dans certaines traditions, le chaman, il est choisi avant la naissance et après, dès l'âge de 3 ans, il part en forêt, je crois, ou 5-6 ans. Oui, alors suivant les communautés, puisque les peuples Certains, racines, c'est 465 millions de personnes sur la planète, 5000 communautés, tu vois. Donc en fait, on se retrouve avec quand même des... Moi, je dis toujours, quand j'en parle, il y a un tronc commun, et puis après, il y a des branches avec des différences qui peuvent être assez importantes. Mais le tronc commun, c'est quand même une connexion au vivant qui est extrêmement forte. Une connexion avec la nature qui, moi, me sidère, parce qu'ils lisent la nature comme nous, on n'arrive pas à la lire avec tous nos instruments. Même des choses... Là, je parle pas de l'invisible et de trucs comme ça. Je parle du visible, c'est-à-dire que, par exemple, on avait tué avec les 3 Coggi en 2004, je me marre à raconter ça. On était à la météo à Toulouse, et donc on a fini par aller visiter l'endroit où ils font la météo, qui est une immense pièce avec plein d'ordinateurs, etc. Et Miguel, qui était celui qui parle espagnol, demande à la patronne de la météo, qui était la directrice de la salle de la météo, c'est quoi votre bulletin météorologique demain à Toulouse? Et la dame lui dit, le bulletin météo, il était 16h. Hein. Il lui dit, voilà le bulletin, il va faire 4 heures de pluie de telle heure à telle heure, et la température et tout. Et je vois Miguel qui regarde à travers les vitres et tout, puis je le vois partir. Il passe une porte, il dit, je peux sortir? Oui, sortir. Et il va se mettre sur un arbre qui était gros comme ça, qui était petit en fait. Il regarde le ciel, puis il revient et dit, demain, ici, il n'y aura pas une goutte d'eau. Je vous dis pas le temps de lendemain à Toulouse, il n'y a pas une goutte d'eau. Oui, il y avait donc plus raison, comment il fait? C'est toujours extrêmement surprenant. Il voit en temps réel ce que le vivant te communique, il dialogue avec le vivant. Mais tu vois, en fait, dans ce qui, moi, m'intéresse par rapport à Humanitaire, dans cette histoire-là, c'est que j'ai l'impression que, c'est ma vision, je suis né dans un monde qui nous a coupé du vivant. C'est comme ça que je le perçois, et j'ai dû aller rechercher en fait qui j'étais, et j'ai l'impression que les codes du monde sont en train de changer, et de se dire qu'il y a quand même du réel dans cet invisible-là, je trouve ça intéressant. On est parfaitement d'accord. J'ai souvent des témoignages de gens qui me disent on a perdu, et moi je leur dis non, on l'a pas perdu, on l'a oublié en fait. C'est à l'intérieur de nous en fait. C'est juste qu'on a mis autre chose. On a préféré une autre façon d'être au monde. On a préféré l'individu au collectif. Ces gens-là ne vivent que dans le collectif. Ils comprennent pas notre mode de vie. Ils comprennent pas qu'on mette les personnes âgées dans des maisons, etc., etc. Alors pour beaucoup de peuples, la place des femmes, maintenant, j'allais dire peut-être que en 50 ans, les choses s'améliorent. Je regarde mes voisines, mais globalement, pas trop. On est d'accord, Stéphanie, quoi. Et tu vois, donc, ils trouvent moi, ils me posent souvent la question, c'est quoi le sens de ce que vous faites? C'est quoi le sens de sortir le pétrole de la terre et les minéraux de la terre, alors que l'on sait que ça va produire des effets cataclysmes? C'est quoi le sens de détruire les forêts, etc. Tu vois? Oui, sauf que, en fait, est-ce qu'ils sont conscients que c'est pas nous, finalement, parce qu'on choisit rien, quoi, j'ai l'impression, non? Qu'est-ce qu'on peut choisir? En tout cas, c'est ça qui nous pose comme question. Oui, ils ont raison. Ils reviennent sur le pourquoi, en fait. Ils ont raison, ouais. Pourquoi vous détruisez la planète, alors que
Pour eux, il n'y a pas de séparation, en fait. Il n'y a aucune séparation. Tu as des peuples sur la planète qui n'ont pas le mot « je » dans leur vocabulaire. Donc, quand tu les interroges, ils disent « nous », collectivement. Et les Kodis, par exemple, quand ils s'expriment, ils disent « nous sommes des Indiens de la Sierra Nevada et nous sommes la nature ». C'est-à-dire que même eux, en tant que peuple, en fait, ils disent nous. Il y a quand même un côté individuel on est d'accord. On a quand même des hommes et des femmes en face de nous. Ouais, mais ils sont, ils sont liés à la terre, quoi. Ils sont à la terre, au vivant, au visible et à l'invisible. Ouais. Parce que j'ai une anecdote que j'ai peut-être racontée déjà, où un jour un vieux chaman à Londres, un papy qui a 90 ans, tu vois, dans un institut d'astrophysique, il voit une photo d'une planète qui n'est pas visible de la Terre, qui n'est visible que de Hubble. De la Terre, tu peux pas la voir, même avec un télescope. Et le papy, il te dit, ah, mais cette planète-là, on la connaît, elle s'appelle comme ça, elle est là-haut. Elle est là-haut dans ce coin-là, en fait. Et bien, que les scientifiques qui étaient là étaient complètement bluffés, et il leur a dit, pour leur prouver qu'ils ne racontaient pas de conneries, mais en fait, elles vont par deux. Cette planète-là, derrière, il y a sa sœur, ou sa... Ouais, il a dit, il y a sa sœur, en fait. Et les mecs ont dit, on ne l'a vu que sur certaines prises d'Hubble, quand Hubble était à un autre endroit pour faire une photo désaxée, en fait. Et tu vois une ombre derrière la photo, derrière la planète, en fait. Comment ils savent ça? Et il te dit ça comme il pleut, ou il fait chaud, ou j'ai mal au ventre. Ils sont bien connectés. Est-ce que tout le monde croit à l'invisible autour de la table? Moi, perso, oui. Ouais. Est-ce que tu sens que ça a un impact sur ta vie en général? Ah oui, permanence. Ouais. Tu as des exemples où... Entre la matière, enfin, le terre-à-terre et l'invisible, ouais, effectivement. J'ai des exemples... dans le sens où c'est comme s'il y avait une force ou une énergie supérieure qui régit des choses. À part ça... Ok. Ouais. Virginie? Bon, moi, je pense que l'univers me rappelle pas mal à l'ordre en ce moment. Ouais. Pour me dire que la vie est précieuse. Mais non, je dis ça parce que j'ai eu un accident ce week-end et que d'accord. J'aurais pu y passer. Mais je pense que... Ouais, je pense qu'il y a des choses qu'on n'expliquera jamais. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, mais que parfois, je pense que ouais, l'univers nous rappelle qu'on est peu de choses, que la vie est précieuse, et que c'est bien de s'en rappeler. Stéphanie, merci en tout cas Virginie. Tu crois à l'invisible, toi? C'est avec le livre sur les dames blanches. La matière. Ouais. Oui, limite même je crois plus en l'invisible qu'en la matière. Ouais, tu sens qu'il y a un gros impact de l'invisible sur la matière, c'est un peu ça. Quand il arrive un truc dans la matière ou dans nos corps, dans nos émotions, dans notre vie, c'est souvent invisible. Oui, ça arrive. Nous, on est trop en retard. Ouais. En fait, on est tellement plus connectés. C'est ça qu'on disait tout à l'heure. Ouais. C'est ça. On passe après le train et on fait pas mal d'erreurs, je trouve. Juste dans ce sens-là, même pour sortir du cadre des peuples racines, Stéphanie a édité un bouquin que j'ai écrit qui est sorti en février. Et en exergue du livre, j'ai mis une phrase de Teilhard Deschardins qui pour moi est un mantra en fait. Nous ne sommes pas un être humain vivant une expérience spirituelle, nous sommes un être spirituel vivant une expérience humaine. Donc en fait, on serait avant toute chose spirituel avant d'être humain. Énergie. Ouais. Bon, spirituel ne veut pas dire invisible non plus, parce que quelque part, il y a une matérialité là-haut, c'est ça que je veux dire. Quoi. Oui, mais c'est l'invisible qui agit surtout sur la matière. Ah bon, d'accord. Voilà. Merci Jean-Pierre, on va passer à ton livre là. Déjà, je rappelle qu'il y a une expo. Venez à Muret, c'est à 2 endroits en fait de Muret, donc il y aura des affiches dans la ville, etc., etc. Et les photos sont magnifiques, quoi. C'est pas pour vendre l'expo de Franck, il a vraiment un œil, il a fait un travail remarquable. Et on raconte aussi, on déambule dans l'expo pour raconter qui ils sont, qu'est-ce qu'ils représentent. Il y a des choses qui sont pas forcément drôles. Hein. Il y a des endroits en Afrique, par exemple, où on met des plateaux labiales aux femmes. Tu vois. Oui. Et pour que le plateau tienne, on leur crasse les incisives qui sont là à l'âge de 11 ans. Pas fun quand même. Tradition particulière. Oui. En tout cas, avant après de passer avec Corinne en visio, juste 2-3 questions. Tu as sorti un livre, alors je sais pas si la régie peut nous envoyer la couverture du livre. Tu vas le sortir? Ouais, j'ai sorti un livre avec Stéphanie. Là, c'est La Voix des peuples racines. Il y a quelques semaines en fait, qui est La vie est un chemin sans fin et sans limite. Et après, je vais sortir ce livre en auto-édition. J'ai été pendant 10 ans éditeur, puisque c'est Stéphanie et des collègues à Stéphanie qui ont pris la suite de la maison que j'ai créée. Et en fait, j'ai écrit un roman qu'on pourrait qualifier d'initiatique, très accompagné par autre chose que de la matière, on va dire, pour l'écrire. Et en fait, je disais à Stéphanie en arrivant, j'ai été voir aucun éditeur, parce que dans la feuille de route que j'ai reçue, je vais dire ça comme ça pour que ça reste...
clair, net et précis, mais dans l'intuition qui est venue à l'écriture de ce bouquin, en fait, j'ai vu apparaître une date, en fait, en me disant il faut que le bouquin soit disponible à l'été 2026. Je l'ai commencé avant de te livrer le dernier bouquin, donc je l'ai commencé, je finissais, je commençais celui-là, deuxième semestre 24. Donc j'ai mis toute l'année dernière à l'écrire, je l'ai fini peut-être 2 jours avant Noël. Et je me suis dit, c'est impossible que j'aille voir un éditeur le 22 décembre en lui disant le truc est fini, il est pas corrigé. et je le veux pour le 30 juin. Je pense qu'il n'y a aucun éditeur Non, c'est pas possible. Ouais. Tu fais ça peut-être avec un très très grand écrivain, parce que je pense qu'il a peut-être voilà, tu fais ça avec mon ami, des amis écrivains, bon, ils ont peut-être plus de pression que moi sur les éditeurs, mais pour nous, c'est pas possible. Et donc j'ai dit, je repars sur l'auto-édition. Donc je vais le mettre sur des plateformes, très probablement autour du 17. Pourquoi je dis ça, 17 mars? Parce que dans le cadre de l'expo, qui dure du 15 au 31 ou au 1er, on fait une conférence à Muret sur, j'allais dire, le savoir des peuples racines, qu'est-ce qu'ils nous disent, qu'est-ce qui nous inspire, comment ils peuvent nous aider à construire un monde futur viable, si c'est possible. et je me dis que sortir le bouquin le jour de la conférence, c'est pas mal, quoi. En tout cas, c'est un bon choix. Ça parle donc en fait des peuples racines. C'est un voyage initiatique de 7 personnes, 7 amis en fait. Et pour moi, je dirais que c'est une lettre d'amour que j'ai écrite au peuple racine en fait. Ça fait, j'ai 65 ans, je m'intéresse au sujet depuis l'âge de 15 ans, et je les accompagne depuis l'âge de 30 ans, grosso modo. Donc ça représente une partie non neutre de ma vie, quoi. Donc c'est 7 Français qui s'en vont rencontrer des communautés en Europe et qui remontent toute l'Amérique. Du Brésil, en passant par la Colombie, le Mexique et aux États-Unis. Pour que ça soit écolo, je les ai pas fait prendre l'avion parce que ça me grattait de les faire monter dans des avions, en fait. Ils sont partis Alors, pour aller au fin fond de la Suède, tu pars en train. Ils y sont encore, d'ailleurs. Un certain temps, quand même. Et après, bateau. Oui. Donc, ils traversent dans un ketch de 25 mètres de long, en fait. J'irai pas, je vous dis tout de suite, j'irai pas. Parce que ça secoue, quand même. Ouais. Et après, ils reviennent de l'autre côté, puis ils finissent en Californie, ils reprennent quelque chose, ils passent par le détroit de Panama, et ils finissent en Bretagne. Ça donne envie, moi, ça me fait rêver. Et après, ça. ils rencontrent ici, comme par hasard, coïncidence, en arrivant, ils tombent sur un festival qui reçoit des communautés amérindiennes, dont les Kéros que tu connais, qu'on a vu il y a pas très longtemps, qui m'ont énormément impressionné. Ça, c'est un des trucs qui m'impressionne le plus. Il y a des gens sur la planète qui vivent toute l'année à plus de 4500 mètres. Ouais. Nous, on se balade, on arrive au Mont Blanc, on fait coucou, au revoir. Hop, et les mecs, ils vivent à 4005, tu vois. Dans les peuples qui sont là dans l'expo, il y a une communauté des Dolpopa au Népal. Le territoire, la vallée, est fermée 8 mois de l'année par les glaces, par les neiges. Je sais pas si tu vois, tu as 4 mois de l'année pour faire tes provisions, te soigner. Je sais pas comment font les nanas pour accoucher là-dedans. Mais... Et si tu as une rage de dents colossale ou que tu t'es pété je sais même pas si un hélico qui peut venir te chercher. Donc, tu vis 8 mois de l'année en autarcie, en fait, complète. Et à moins 30. Accessoirement. Ouais. Ça nous paraît réaliste. On y va quand vous voulez, les filles. Hein. Moi, j'ai fait le Machu Picchu déjà il y a des années, en fait. Rien que ça, déjà, tu crois que c'est quand même sportif, alors. 5775 mètres, hein. Ouais. C'était en Bolivie, ils sont au Pérou. Non, mais les Kéros, c'était en Bolivie. Les Kéros, ils sont au Pérou, au Pérou aussi. Au Pérou aussi. Et les Dolpopa, ils sont au Népal. Oui, moi j'avais fait les 4 jours en fait, on appelle ça l'Inca Trail en fait. J'avais fait les 4 jours je suis parti d'en bas et je me rappelle que les 2 premiers jours, je me suis dit on va jamais y arriver. En même temps, j'avais un petit sac à dos et les mecs ils avaient des machines à laver sur enfin ils avaient tout le truc, ils font tous les jours. Quand t'arrives le matin là et que tu vois sur le Machu Picchu, c'est un truc de fou. En 2004, j'ai fait une balade avec les Koyi. Ils étaient pas jeunes, les mamans qui étaient avec nous. Hein. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Le plus jeune de mon âge d'aujourd'hui, 65 ans, il y avait 2 papis qui avaient 80 ans. On a fait une balade dans les Pyrénées, sur des pierriers. Donc des pierriers, des pierres étaient comme ça, comme des pyramides. À un moment, il y en avait 2 qui étaient pieds nus. Et tu les voyais galoper sur les trucs, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Ils marchaient plus vite que nous, on était accompagnés par un guide de montagne qui me dit, mais comment ils font à 80 piges pour marcher aussi vite? Ben, merci Jean-Pierre, on pourrait passer des heures à parler de ça. Il faut qu'on fasse une émission Peuple Natif. En tout cas, voilà, si vous voulez aller voir l'exposition à Muret du 15 au 30 mars. Et la conf le 17. Et la conf le 17, et puis le livre de Jean-Pierre qui sort le 17 mars aussi. Vous avez toutes les coordonnées en dessous, on mettra c'est Virginie d'ailleurs qui va le faire. Toutes les coordonnées en fait en dessous de la vidéo. Mais merci Jean-Pierre. Merci à toi, merci à vous.